Brielle Dubois mène une double vie. Le jour, elle est la discrète femme de ménage qui entretient en silence la demeure immaculée du milliardaire de la tech, Cédric Fournier. La nuit, elle se métamorphose en éducatrice passionnée, dirigeant un centre de soutien scolaire pour enfants défavorisés. Lorsqu'un soir la curiosité pousse Cédric à la suivre, il découvre un monde dont il ignorait l'existence, un monde où la véritable richesse ne se mesure pas en euros, mais dans les vies que l'on touche. Alors que ces deux âmes issues de mondes différents entrent en collision, ils apprendront que parfois, les liens les plus puissants se tissent lorsque quelqu'un vous voit enfin tel que vous êtes vraiment. C'est une histoire de profondeur cachée, d'amour inattendu et de la magie transformatrice qui opère lorsque le privilège rencontre le sens. Le soleil matinal filtrait à travers les hautes fenêtres de la demeure Fournier, projetant de longues ombres sur les sols de marbre. Brielle Dubois se déplaçait silencieusement dans l'immense maison, son chariot de nettoyage bien garni de produits. À 26 ans, elle avait déjà maîtrisé l'art de l'invisibilité, se déplaçant efficacement de pièce en pièce sans attirer l'attention. 18 heures, murmura-t-elle, vérifiant sa simple montre. Jamais une minute de plus. C'était sa règle. Elle commençait à 7 heures chaque matin et terminait à 18 heures chaque soir. Pas d'exception, pas d'heures supplémentaires, pas de demande spéciale. Monsieur Fournier la payait bien pour cette prévisibilité, et elle tenait sa part du marché. En parlant de Monsieur Fournier, Brielle s'arrêta en entendant sa voix provenant du bureau. Cédric Fournier parlait rarement à quiconque en personne. La plupart de ses réunions étaient virtuelles, ses communications numériques, mais aujourd'hui, elle entendait de véritables visiteurs. Elle n'avait pas l'intention d'écouter aux portes, mais alors qu'elle dépoussiérait la table du couloir devant son bureau, leur voix portait « La nouvelle femme de ménage ? Elle est froide comme la glace », dit une voix masculine. « Bizarre », répondit un autre. « Elle part pile à 18 heures chaque soir, qu'il pleuve ou qu'il vente, comme si elle avait un endroit plus important où aller. » Un rire. « J'en doute. » La main de Brielle s'immobilisa sur le chiffon de polissage. Son visage resta impassible, mais à l'intérieur une douleur familière se tordit. Elle avait entendu pire, bien pire, et de la part de personnes bien plus importantes que ses membres de conseil d'administration sans visage. Ce qu'elle n'attendait pas, c'est ce qui vint ensuite. « Ça suffit. » La voix de Cédric Fournier coupa la conversation. « La vie privée de mon personnel n'est pas à débattre. » Le silence suivit. Brielle s'éloigna rapidement dans le couloir, avant que la porte ne s'ouvre. Elle ne voulait pas être prise à écouter. Cédric Fournier se tenait à la fenêtre de son bureau, regardant les membres de son conseil d'administration partir. À 33 ans, il avait bâti Innovation Fournier Tech en une entreprise de plusieurs milliards d'euros grâce à sa détermination, son génie, et s'il était honnête avec lui-même, un mépris total pour les relations personnelles. Les gens lui étaient utiles, ou ne l'étaient pas. Il ne socialisait pas, ne sortait pas, ne créait pas d'attache, mais quelque chose dans ses commentaires le dérangeait, la façon dont ils parlèrent de sa femme de ménage, comme si sa vie ne pouvait rien contenir de valeur. Il se détourna de la fenêtre, réalisant qu'il entendait un doux fredonnement venant du couloir. C'était un son léger, à peine perceptible, comme si la personne qui le produisait n'en était même pas consciente. Suivant le son, il trouva Brielle dépoussiérant soigneusement les étagères de la bibliothèque. Il l'avait embauchée 3 mois auparavant, et pendant ce temps, ils avaient à peine échangé plus que des politesses de base. « Mademoiselle Dubois », dit-il. Le fredonnement s'arrêta instantanément. Elle se retourna, son expression calme et professionnelle. « Monsieur Fournier, je suis désolé si je vous ai dérangé. »« Vous ne m'avez pas dérangé, » dit-il. Puis, maladroitement, « Cette chanson, c'était quoi ?» Elle parut surprise par la question. « Juste quelque chose que ma grand-mère chantait. Rien de spécial. » Il hocha la tête, ne sachant que dire d'autre. Il n'était pas habitué aux banalités. « Aurez-vous besoin d'autre chose aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Non, merci. » Elle hocha la tête et retourna à son travail. Cédric s'attarda un instant de plus que nécessaire, remarquant avec quelle minutie elle manipulait les livres, comment elle semblait savoir exactement lesquels étaient des éditions originales de valeur et lesquels ne l'étaient pas. Plus tard ce soir-là, Cédric se retrouva de nouveau à travailler tard dans son bureau. Un léger coup à la porte le fit lever les yeux. Il n'y avait personne, mais une tasse de thé chaud reposait sur la petite table près de sa porte. Cela arrivait parfois, une tasse apparaissant lorsqu'il travaillait après le dîner. Il avait toujours supposé que c'était Madame Dubois, sa cuisinière. Mais Madame Dubois avait son jour de congé. Cédric se leva et se dirigea vers la porte, regardant dans le couloir. Il aperçut le dos de Brielle alors qu'elle se dirigeait vers les quartiers du personnel. Il consulta sa montre.
17h58. Dans 2 minutes, elle partirait, comme elle le faisait toujours. Pour la première fois depuis des mois, Cédric ressentit de la curiosité pour quelque chose sans rapport avec le travail. Où allait-elle chaque soir à 18h? Qu'y avait-il de si important pour qu'elle ne reste jamais tard? 2 soirs plus tard, Cédric se retrouva à prendre une décision qu'il n'aurait jamais imaginée. Alors que 18h approchait, il saisit ses clés et une veste décontractée qu'il portait rarement. Il attendit près de sa voiture dans le garage, observant Brielle sortir par la porte latérale, exactement à l'heure. Elle n'avait pas de voiture. Au lieu de cela, elle descendit la longue allée et tourna sur la route principale. Cédric attendit qu'elle soit à bonne distance avant de la suivre dans son véhicule le moins voyant, une simple berline noire qu'il gardait pour les rares occasions où il ne voulait pas être remarqué. Il se sentait ridicule. Que faisait-il à suivre sa femme de ménage? Cela ne lui ressemblait pas du tout, mais quelque chose chez elle, la dignité tranquille, l'emploi du temps strict, la manière méticuleuse dont elle se déplaçait dans sa maison, l'avait intrigué. Brielle marcha jusqu'à un arrêt de bus et monta dans le bus numéro 29. Cédric suivit, gara sa voiture et monta juste avant que les portes ne se ferment. Il s'assit à l'arrière, la tête baissée. Brielle était près de l'avant, regardant par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Le bus traversa le quartier huppé où se trouvait la demeure de Cédric, passa par le centre de Paris et s'engagea dans une zone de plus en plus populaire à chaque arrêt. Après environ 40 minutes, Brielle descendit. Cédric attendit quelques secondes, puis la suivit. Le quartier était vétuste, mais pas dangereux. De petits commerces aux fenêtres grillagées bordaient les rues. Les enfants jouaient sur les trottoirs malgré l'heure avancée. Brielle marchait avec détermination, hochant la tête à quelques personnes qui la saluaient. Elle s'arrêta dans une petite épicerie du coin, acheta quelques sacs de provisions et continua son chemin. Finalement, elle s'approcha d'un petit immeuble ancien. Il était vieux et usé, avec de la peinture écaillée et des marches fissurées, mais la petite cour devant était propre et ordonnée. Sur les marches étaient assis plusieurs enfants d'âges différents, comme s'ils attendaient à quelque chose. Quand ils virent Brielle, ils sautèrent avec excitation. « Mademoiselle B est là !» cria un petit garçon, et plusieurs autres enfants apparurent du coin de la rue. Cédric resta en retrait, observant avec confusion Brielle saluer chaque enfant par son nom. Elle déverrouilla la porte, et les enfants entrèrent à sa suite. À travers les fenêtres, Cédric pouvait voir des lumières s'allumer à l'intérieur. La curiosité l'envahissant, il traversa la rue et s'approcha prudemment. Par la fenêtre, il pouvait voir Brielle aménager ce qui ressemblait à une salle de classe. Les enfants prirent place à des tables dépareillées. Elle déballait des cahiers et des crayons d'un sac et les distribuait. Puis elle ouvrit les sacs de provisions, sortant des sandwichs et des fruits, donnant à chaque enfant quelque chose à manger avant qu'ils n'ouvrent leur cahier. C'était un centre de soutien scolaire, une sorte d'école improvisée. Cédric se tenait dans l'ombre, observant Brielle se déplacer d'enfant en enfant, aidant aux devoirs, expliquant les problèmes, offrant des encouragements. Toute son attitude avait changé. La femme tranquille et réservée qui nettoyait sa maison était maintenant animée, souriante, taquinant gentiment les enfants qui l'adoraient clairement. Une petite fille aux tresses frissonna, se frottant les bras. Sans hésiter, Brielle déroula l'écharpe de son propre cou et la drapa autour des épaules de l'enfant. « Mais mademoiselle B, c'est votre préférée » protesta la fillette. « Et maintenant, c'est la tienne » répondit simplement Brielle, touchant la joue de la fillette, avant de passer aider un autre enfant. Cédric sentit quelque chose bouger en lui, quelque chose de fondamental. Toute sa vie, il avait mesuré le pouvoir en euros, en parts de marché, en la capacité de faire aux gens ce qu'ils voulaient. Mais en regardant Brielle, qui avait si peu en termes matériels, donné si librement d'elle-même, il se sentit soudain l'homme le plus pauvre de Paris. « Elle est plus puissante que je ne le serai jamais », murmura-t-il, les mots s'échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Il en avait assez vu, plus qu'assez. Il retourna à l'arrêt de bus, se sentant étrangement ébranlé. Le lendemain matin, Cédric ne pouvait plus regarder Brielle de la même manière. Il l'observait depuis l'embrasure de son bureau, tandis qu'elle époussetait tranquillement le salon, se demandant comment il n'avait jamais remarqué la force dans ses mouvements, la détermination dans ses yeux. Il avait grandi avec tous les avantages, des parents fortunés, les meilleures écoles, des relations qui lui ouvraient toutes les portes. Mais quelque part, en chemin, il avait perdu quelque chose d'essentiel, quelque chose que Brielle possédait clairement en abondance. Ce soir-là, alors que 18h approchait, Cédric prit une décision. Il écrivit un mot, sa plume hésitant sur le papier plusieurs fois avant qu'il ne couche finalement ses pensées.
Je vous ai suivi. Je n'aurais pas dû. Mais maintenant, je connais la vérité la plus importante que j'ai jamais vue, que j'ai vécue dans une maison remplie de richesses, tandis que l'âme la plus riche en sortait chaque soir à 18 heures. C.F. Il le laissa plier sur le comptoir de la cuisine, où elle le trouverait le matin. Le lendemain, Cédric resta délibérément dans son bureau, laissant de l'espace à Brielle. Il l'entendait se déplacer dans la maison, les sons familiers de sa routine de nettoyage se poursuivant comme d'habitude. Si elle avait trouvé son mot, elle n'en donna aucune indication. Mais à 17h45, on frappa à la porte de son bureau. « Entrez !» appela-t-il. Brielle entra, son expression illisible. Elle tenait son mot dans sa main. « Vous m'avez suivi ?» dit-elle simplement. « Oui » admit-il en se levant. « Je n'aurais pas dû envahir votre vie privée. Je m'en excuse. »« Pourquoi ?» La franchise de sa question le prit au dépourvu. « J'étais curieux. Vous êtes si précise pour partir à 18 heures. Je me suis demandé ce qui était si important. Et maintenant, vous savez. » « Oui. » Brielle l'étudia, et Cédric eut la sensation inconfortable d'être vraiment vu pour la première fois depuis des années. « Ces enfants, dit-elle finalement, n'ont pas grand-chose. Mais ils veulent apprendre. Ils veulent une vie meilleure que celle de leurs parents. Je peux les aider en cela. »« C'est remarquable ce que vous faites, » dit Cédric sincèrement. « Ce n'est pas remarquable, » le corrigea-t-elle. « C'est nécessaire. Quelqu'un doit s'en soucier. » Ces mots flottèrent dans l'air entre eux. « Quelqu'un doit s'en soucier. » Une déclaration si simple, pourtant elle traversa toutes ses défenses. « J'aimerais aider, » dit-il soudain, se surprenant autant qu'elle. L'expression de Brielle devint méfiante. « Je n'ai pas besoin de charité, monsieur Fournier. »« Ce n'est pas ce que j'offre, » dit-il rapidement. « J'aimerais voir à quoi ressemble l'attention. Je crois que j'ai oublié. » L'honnêteté de ses mots sembla l'atteindre. Son expression s'adoucit légèrement. « Je ne mériterai jamais d'être là où vous êtes, » ajouta-t-il doucement, « mais j'aimerais quand même essayer. Si vous me le permettez. » Brielle resta silencieuse un long moment, pesant ses mots, jugeant sa sincérité. « 18 heures, » dit-elle finalement. « Si vous voulez aider, soyez prêt à 18 heures. »« Et monsieur Fournier ?»« Oui, pas de vêtements chics, pas de voiture chère. Ces enfants n'ont pas besoin de savoir qui vous êtes. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui se présente. » Cédric hocha la tête, ressentant un étrange mélange d'humilité et d'anticipation. « Je comprends. » Pour la première fois depuis qu'elle travaillait pour lui, Brielle lui offrit un petit sourire sincère. « Nous verrons si c'est le cas. » Alors qu'elle se tournait pour partir, Cédric ressentit quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des années, le frémissement d'une connexion, la possibilité de quelque chose de réel. Non pas à cause de qui il était, ou de ce qu'il possédait, mais à cause de ce qu'il pourrait devenir. À exactement 18 heures, Cédric attendait près de la porte latérale, vêtu d'un jean et d'un pull simple. Lorsque Brielle apparut, elle parut momentanément surprise de le voir réellement là. « Vous êtes à l'heure, » observa-t-elle. « J'ai appris des meilleurs, » répondit-il. Et ensemble, ils descendirent l'allée vers l'arrêt de bus, vers une soirée qui allait changer leur vie de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le trajet en bus jusqu'au centre de soutien scolaire était différent de tout ce que Cédric avait connu. Il s'assit à côté de Brielle, intensément conscient de son malaise. Il n'avait jamais pris les transports en commun auparavant. Toujours des voitures privées, des jets d'affaires et des services VIP. « Première fois dans un bus ?» demanda Brielle, remarquant son inconfort. « C'est si évident que ça ?» Elle sourit légèrement. « Vous regardez autour de vous comme si vous vous attendiez à ce qu'il se passe quelque chose. Je ne suis juste pas habitué à ça, » admit-il. « C'est ainsi que vivent la plupart des gens, monsieur Fournier. »« Cédric, » la corrigea-t-il. « Veuillez m'appeler Cédric lorsque nous ne sommes pas à la maison. » Brielle hocha la tête, mais ne répondit pas. Cédric sentit qu'elle restait sur ses gardes, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Que devait-elle penser de lui, son riche employeur s'immisçant soudainement dans sa vie privée? Alors qu'ils approchèrent de leur arrêt, Brielle se tourna vers lui. « Les enfants n'ont pas besoin de savoir qui vous êtes ou combien d'argent vous avez. Pour eux, vous n'êtes que Cédric, un autre bénévole. Pouvez-vous gérer ça? Je crois que je préférerais, » dit-il honnêtement. Lorsqu'ils arrivèrent au petit immeuble ancien, les enfants attendaient déjà sur les marches. Leurs visages s'illuminèrent en voyant Brielle, puis se firent curieux en remarquant Cédric. « Mademoiselle B, c'est qui ?» appela un garçon d'environ 10 ans. « C'est Cédric, » dit simplement Brielle. « Il va nous aider ce soir. » Les enfants l'observèrent avec une curiosité ouverte, tandis que Brielle déverrouillait la porte. À l'intérieur, l'espace était modeste, mais rangé. Des tables et des chaises dépareillées remplissaient la pièce principale. Des étagères garnissaient un mur, rempli de manuels usés et de matériel de lecture.
Une petite kitchenette se trouvait dans un coin où Brielle commença à déballer ses provisions. « Que dois-je faire » demanda Cédric, se sentant étrangement nerveux. « Pour l'instant, contentez-vous d'observer, » dit Brielle. « Voyez comment les choses fonctionnent. » Cédric s'assit dans un coin, observant Brielle organiser la soirée. D'abord, elle s'assura que chacun avait quelque chose à manger, de simples sandwichs et des fruits. Puis elle divisa les enfants par âge et par matière, mettant les plus âgés au travail sur les mathématiques, tandis qu'elle aidait les plus jeunes avec la lecture. Un petit garçon aux lunettes trop grandes pour son visage s'approcha prudemment de Cédric. « Vous êtes bon en maths ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Cédric, surpris par la question. Le garçon lui tendit sa feuille d'exercice. « Vous pouvez m'aider ? Je ne comprends pas les fractions. » Cédric hésita puis se déplaça vers une chaise vide. « Comment t'appelles-tu »« Marc. »« D'accord, Marc. Nous allons comprendre ça ensemble. » Pendant l'heure suivante, Cédric travailla avec Marc et 2 autres enfants sur leurs devoirs de mathématiques. Il fut surpris de voir à quel point il appréciait cela. Ses enfants n'avaient pas peur de lui ni n'essayaient de l'impressionner. Ils avaient juste besoin d'aide, et ils en étaient reconnaissants. De l'autre côté de la pièce, Brielle observait Cédric avec un étonnement prudent. Le PDG froid et distant expliquait patiemment les fractions en utilisant des tranches de pommes comme exemple. Les enfants lui répondaient, riant de ses blagues simples, leur méfiance initiale oubliée. Lorsque 20h30 arriva, Brielle annonça qu'il était temps de terminer. Les enfants ramassèrent leurs affaires, la remercièrent et sortirent. Certains habitaient à proximité et rentrèrent ensemble. D'autres avaient des parents qui attendirent dehors. « Vous faites ça tous les soirs ?» demanda Cédric en aidant à ranger. « 5 soirs par semaine, » dit Brielle. La plupart de ses enfants seraient seuls autrement. Leurs parents travaillent tard. Comment avez-vous commencé cela ? Brielle resta silencieuse un instant, comme si elle décidait de ce qu'elle allait partager. J'étais comme eux autrefois. Une enfant sans endroit où aller après l'école. Une femme de mon quartier nous a ouvert sa porte, à nous les enfants. Elle m'a aidé à croire que je pouvais être plus. Elle regarda autour de la pièce. Je ne fais que rendre l'appareil. Cédric sentit quelque chose bouger en lui. Sa propre enfance avait été remplie d'écoles chères et de tuteurs privés, mais de peu de chaleur. Ses parents avaient été trop occupés à bâtir leur fortune pour passer du temps avec lui. « Vous ne parlez jamais de cela au travail, » observa-t-il. « Ce n'est pas pertinent pour nettoyer votre maison, » dit-elle simplement. « C'est pertinent pour qui vous êtes. » Brielle le regarda vraiment, pour peut-être la première fois. « Pourquoi êtes-vous vraiment là, Cédric ? Curiosité, culpabilité, ennui ? Honnêtement, je ne suis pas sûr, » admit-il. « Mais quand j'ai vu ce que vous faisiez ici, cela m'a fait réaliser à quel point ma propre vie est vide. Tout mon succès, mon argent. Et que fais-je qui compte vraiment ?» Son honnêteté sembla la surprendre. « Eh bien, » dit-elle finalement, « si vous voulez faire quelque chose qui compte, nous pourrions toujours avoir besoin d'aide pour le toit qui fuit. » Cédric sourit. « Je pense pouvoir gérer ça. » Au cours des 2 semaines suivantes, Cédric rejoignit Brielle chaque soir à 18h. Ils prenaient le bus ensemble dans ce qui devint progressivement un silence confortable. Au centre, il travaillait avec les enfants sur les mathématiques et les sciences, tandis que Brielle s'occupait de la lecture et de l'histoire. Pendant la journée, leur relation de travail resta professionnellement distante. Brielle continuait à nettoyer sa maison avec une efficacité tranquille. Cédric continuait à diriger son entreprise avec une précision exigeante. Mais quelque chose avait changé entre eux, une compréhension tacite, un but partagé. Un soir, Cédric arriva au centre et trouva Brielle debout sur une chaise, essayant d'attraper l'eau qui gouttait du plafond dans un seau. « Ce toit empire, » dit-elle avec inquiétude. « Si la pluie continue comme ça, nous pourrions devoir fermer quelques jours. Laissez-moi m'en occuper, » proposa Cédric immédiatement. L'expression de Brielle devint prudente. « Je vous l'ai dit, je ne veux pas de charité. Ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans ce qui compte. » Elle l'étudia un long moment. « Le propriétaire ne veut pas le réparer. Il dit que ça coûte trop cher. Et si nous achetions l'immeuble ?» suggéra Cédric. « Nous » Brielle leva un sourcil. « Le centre » clarifia Cédric. « Si le centre était propriétaire de l'immeuble, vous pourriez faire toutes les réparations nécessaires. Pas de propriétaire avec qui composer. Le centre n'a pas ce genre d'argent. Mais moi, oui. » Brielle posa son seau. « Cédric, j'apprécie ce que vous essayez de faire, mais écoutez-moi, » l'interrompit-il. « Je pourrais créer une fondation à but non lucratif. La fondation achèterait l'immeuble et le louerait au centre pour 1 euro par an. La fondation paierait les réparations et les améliorations. Vous garderiez un contrôle total sur le centre et ses programmes. Et qu'est-ce que vous tireriez de cet arrangement ?»
demanda-t-elle prudemment. La question le prit au dépourvu. « Je n'ai rien besoin d'en tirer. Tout le monde veut quelque chose. » Cédric réfléchit attentivement à sa réponse. « Je participe à quelque chose de bien, quelque chose de réel. » Brielle ne répondit pas immédiatement, et Cédric craignit d'avoir dépassé les bornes. Mais elle soupira. « Nous en parlerons, mais pas ce soir. Ce soir, nous avons 20 enfants qui viennent pour un projet scientifique. » Cédric hocha la tête, comprenant que la construction de la confiance prendrait du temps. Cette nuit-là, alors qu'il travaillait côte à côte pour aider les enfants à construire de simples circuits électriques, Cédric se surprit à jeter des regards répétés à Brielle. La façon dont elle guidait patiemment chaque enfant, la joie sincère dans ses yeux quand ils réussissaient, le doux toucher sur une épaule pour les encourager. « Vous me fixez, » dit-elle doucement, le surprenant en train de l'observer. « Désolé, » dit-il, sentant ses joues chauffer. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme vous auparavant. » Brielle parut surprise par son commentaire, mais fut dispensée de répondre lorsque le petit Marc l'appela à l'aide. Plus tard, alors qu'il fermait pour la nuit, Cédric aida Brielle à placer des seaux sous les pire-fuites. « Ce n'est pas une façon de gérer un centre d'apprentissage, » dit-il avec frustration. « Ces enfants méritent mieux. »« Ils méritent beaucoup de choses qu'ils n'obtiennent pas, » répondit Brielle, sa voix teintée d'une tristesse que Cédric commençait à comprendre. « Laissez-moi aider, » dit-il à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose dans sa voix, une détermination tranquille, qui fit que Brielle le regarda vraiment. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais nous faisons ça à ma façon. Pas de publicité, pas de coup de pub, pas votre nom sur quoi que ce soit. D'accord. » Le lendemain, à la demeure, Cédric remarqua que Brielle semblait distraite pendant qu'elle travaillait. Quand elle faillit faire tomber un vase, il l'approcha. « Tout va bien ?» Elle hésita. « Une de nos enfants, Louise, n'est pas venue hier soir. Ce n'est pas dans ses habitudes de manquer. Je suis inquiète. » Cédric fut surpris de voir à quelle vitesse sa propre inquiétude monta. « Vous savez où elle habite ?»« Oui, mais je ne peux pas quitter le travail pour aller la voir. »« Ah si, vous le pouvez, » dit Cédric fermement. « Allez-y, prenez votre journée. » Brielle le regarda avec surprise. « Vraiment ? Certaines choses sont plus importantes que d'épousseter des bibliothèques. » Pour la première fois, Chloé lui offrit un sourire franc et authentique, et Antoine sentit quelque chose s'éveiller en lui qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. « Merci, » dit-elle, détachant déjà son tablier. « Faites-moi savoir si je peux vous aider en quoi que ce soit, » lui cria-t-il alors qu'elle s'éloignait. Ce soir-là, Antoine attendit près de la porte de service à 18h, mais Chloé n'apparut pas. Inquiet, il prit le bus pour le centre seul. Quand il arriva, il trouva les enfants assis tranquillement, tandis que Chloé parlait avec une femme à l'air soucieux. « Que se passe-t-il » demanda-t-il à Léo. « C'est la maman de Manon, » murmura le garçon. « Ils vont être expulsés de leur appartement. Manon avait trop honte de venir hier. » Antoine sentit une vague de colère l'envahir. Les enfants ne devraient pas avoir à s'inquiéter de choses comme une expulsion. Ils devraient se concentrer sur l'apprentissage, la croissance, les rêves. Après le départ de la femme, Chloé parut épuisée. « Manon et sa famille ont 3 jours pour trouver un nouveau logement, » expliqua-t-elle à Antoine. « Leur propriétaire a vendu l'immeuble à un promoteur. Peuvent-ils loger chez des proches? Ils n'en ont pas à Lyon. » Chloé passa une main dans ses cheveux, frustrée. « Je vais passer quelques coups de fil, voir si je peux leur trouver quelque chose de temporaire. » Antoine voulut offrir de l'argent, résoudre le problème immédiatement, mais il se souvint des paroles de Chloé sur la charité. Il ne s'agissait pas de jeter de l'argent sur un problème. Il s'agissait d'aider les gens à maintenir leur dignité. « Et si Tecalfa avait un appartement qu'il pourrait utiliser ?» suggéra-t-il à la place. « Mon entreprise possède des propriétés résidentielles pour les cadres en visite. Il y a un 2 pièces qui est vide depuis des mois. » Chloé le regarda avec scepticisme. « Et quel loyer paierait-il ?»« Ce qu'ils peuvent se permettre, » dit Antoine. « Ça pourrait être un programme pilote, des logements abordables pour les familles dans le besoin. Si ça fonctionne, peut-être pourrons-nous l'étendre. Vous feriez ça ? » Oui, et il le pensait sincèrement. Cette nuit-là, après que les enfants eurent quitté les lieux, Antoine et Chloé étaient assis à l'une des petites tables, buvant du café dans des gobelets en carton. « Vous m'avez surpris aujourd'hui, » admit Chloé. « La plupart des gens aisés que j'ai connus, ils ne veulent pas s'impliquer dans des problèmes compliqués. Ils signent juste des chèques et s'en vont. J'étais comme ça avant, » dit Antoine honnêtement. « C'est plus facile de garder les gens à distance, plus sûr. » « Plus sûr de quoi ?» Antoine fixa son café, luttant pour articuler des sentiments qu'il reconnaissait rarement. De trop s'inquiéter, de la déception, de réaliser que tout l'argent du monde ne peut pas tout réparer. Chloé tendit la main par-dessus la table et toucha brièvement la sienne, la première fois qu'elle initiait un contact physique.
Mais ça peut réparer certaines choses, comme les toits qui fuitent et les urgences de logement. Son contact, bien que fugace, laissa la peau d'Antoine picotante. Il leva les yeux et la trouva en train de le regarder avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. « Pourquoi m'avez-vous vraiment suivi ce soir-là » demanda-t-elle doucement. « Je voulais vous comprendre, » admit-il. « Vous étiez différente de toutes les autres personnes qui travaillaient pour moi. Vous n'avez jamais essayé de m'impressionner ou de me demander quoi que ce soit. Vous faisiez votre travail et partiez, comme si vous aviez quelque chose de plus important qui vous attendait. Et maintenant, vous savez que c'était le cas. Oui, mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était de trouver quelque chose d'important qui m'attendait aussi. » Les mots flottaient entre eux, lourds de sens. Chloé détourna la première le regard, ramassant leur tasse vide. « Il se fait tard, dit-elle. Nous devrions y aller. » Alors qu'ils marchèrent vers l'arrêt de bus, Antoine ressentit un étrange mélange d'émotions. En seulement quelques semaines, cette femme avait complètement bouleversé sa vie méticuleusement ordonnée. Elle l'avait fait remettre en question ses priorités. Elle lui avait fait ressentir des choses qu'il avait passé des années à éviter. Dans le bus du retour, Chloé s'endormit, sa tête tombant progressivement jusqu'à reposer légèrement sur l'épaule d'Antoine. Il resta parfaitement immobile, ne voulant pas la réveiller, conscient de son épuisement, travaillant toute la journée chez lui, puis donnant encore plus d'elle-même au centre chaque soir. Lorsqu'ils atteignirent leur arrêt, il lui toucha doucement le bras. « Chloé, nous sommes arrivés. » Elle se réveilla en sursaut, momentanément désorientée. Quand elle réalisa qu'elle avait dormi sur son épaule, elle se redressa rapidement. « Je suis désolé. »« Ne le soyez pas, » dit-il doucement. De retour à l'hôtel particulier, Antoine raccompagna Chloé au logement du personnel. Devant sa porte, elle se tourna vers lui. « Merci, dit-elle, pour la famille de Manon, pour avoir compris pour le centre. Merci, répondit-il, de m'avoir permis d'en faire partie. » Pendant un instant, ils restèrent silencieux, quelque chose d'inexprimé passant entre eux. Puis Chloé sourit légèrement et entra, laissant Antoine debout dans le couloir, se demandant comment la femme qui nettoyait sa maison avait en quelque sorte commencé à nettoyer quelque chose de bien plus important, son cœur. Le lendemain matin, Antoine passa une série d'appels depuis son bureau. Dans l'après-midi, il avait mis en mouvement des événements qui changeraient tout. Quand Chloé frappa à la porte de son bureau ce soir-là à 17h45, prête pour leur voyage au centre, elle le trouva souriant. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle avec méfiance. « J'ai de bonnes nouvelles, » dit-il. « Le toit du centre sera réparé demain. »« Quoi? Comment ?»« J'ai acheté le bâtiment. » L'expression de Chloé passa de la surprise à la méfiance. « Antoine, avant que vous ne disiez quoi que ce soit, écoutez-moi. Le bâtiment est maintenant la propriété d'une nouvelle organisation à but non lucratif appelée la Fondation éducative de quartier. La Fondation a son propre conseil d'administration et j'ai mis votre nom en tête de liste. Vous aurez un contrôle total sur la gestion du centre. » Chloé le fixa sans voix. « Et ce n'est pas tout, » continua Antoine. « La famille de Manon peut emménager dans l'appartement que j'ai mentionné et nous avons trouvé des postes pour ses 2 parents à la cafétéria de Tech Alpha. Ils commencent la semaine prochaine. Vous avez fait tout ça aujourd'hui? Il s'avère qu'être PDG a quelques avantages, dit-il avec un petit sourire. Est-ce trop? Je peux ralentir si... Il n'eut pas le temps de finir sa phrase car Chloé fit quelque chose de complètement inattendu. Elle s'avança et le serra fort dans ses bras. « Merci », murmura-t-elle contre sa poitrine. Antoine resta figé un instant puis enroula lentement ses bras autour d'elle, respirant le parfum de ses cheveux, sentant la chaleur de son corps contre le sien. Quand quelqu'un l'avait-il serré dans ses bras pour la dernière fois? Il ne s'en souvenait plus. Trop vite, elle recula, l'air légèrement embarrassé par sa propre démonstration d'émotion. « Nous devrions y aller. Les enfants doivent attendre. » Mais alors qu'ils marchaient vers l'arrêt de bus, quelque chose avait définitivement changé entre eux. Leurs mains se frôlaient de temps en temps et aucun d'eux ne les retirait. Leurs épaules se touchaient lorsqu'ils étaient assis côte à côte dans le bus. De petits moments de connexion qui semblaient énormes à Antoine. Au centre ce soir-là, l'ambiance était à la fête. Chloé avait partagé la nouvelle concernant la famille de Manon, et les enfants avaient fait des cartes pour les accueillir dans leur nouvelle maison. Alors qu'Antoine aidait un groupe de garçons avec leurs projets scientifiques, il ne cessait de porter son regard sur Chloé. La façon dont elle riait librement ici, si différente de son attitude réservée à l'hôtel particulier. La façon dont ses yeux pétillaient quand elle était passionnée par quelque chose. « Vous aimez mademoiselle Chloé, n'est-ce pas ?» demanda Léo, suivant le regard d'Antoine. Antoine faillit laisser tomber le crayon qu'il tenait. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Le garçon haussa les épaules. « Vous la regardez comme mon père regardait ma mère, avant qu'elle ne tombe malade. »
Antoine ne savait pas comment répondre à cela. Était-ce si évident? L'avait-il même admis à lui-même? C'est bon, continua Léo. C'est la meilleure personne que je connaisse. Tout le monde devrait l'aimer. Oui, acquiesça Antoine doucement. Tout le monde devrait. Plus tard, alors qu'ils fermèrent le centre, Chloé s'approcha de lui avec une expression sérieuse. J'ai besoin de vous parler de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux plus travailler pour vous, dit-elle fermement. Antoine sentit son cœur se serrer. Quoi? Pourquoi? Parce que si je dois diriger cette fondation et le centre, je dois le faire à plein temps. Et elle hésita. Parce que les choses changent entre nous. Je pense que nous le ressentons tous les deux. Antoine ne put le nier. Oui, c'est vrai. Je ne peux pas être votre employé, et tout ce que nous pourrions devenir l'un pour l'autre, ce ne serait pas juste. Antoine hocha lentement la tête, comprenant son raisonnement. Et si je vous trouvais un appartement à proximité, près du centre mais suffisamment proche de l'hôtel particulier pour que nous puissions nous voir, non pas comme employeur et employé, mais comme amis. Amis? Répéta Chloé, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Pour l'instant, dit Antoine, tendant la main pour prendre la sienne, à moins que vous n'envisagiez quelque chose de plus. Chloé baissa les yeux vers leurs mains jointes, puis remonta son regard vers son visage. Une étape à la fois, Antoine Moreau. Nous avons encore beaucoup à apprendre l'un de l'autre. J'attends chaque leçon avec impatience, dit-il doucement. Alors qu'ils fermaient le centre ce soir-là, aucun d'eux ne remarqua la berline noire garée de l'autre côté de la rue, ni l'homme à l'intérieur prenant des photos d'eux, marchant main dans la main vers l'arrêt de bus. De retour à l'hôtel particulier, quelqu'un d'autre cherchait Antoine. Une femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés et à l'expression impatiente se tenait dans le grand hall, vérifiant sa montre en diamant. « Où est-il » exigea-t-elle de la gouvernante effarée qui avait ouvert la porte. « Monsieur Moreau n'est pas encore rentré, Madame Beaumont. »« Eh bien, où est-il? Il ne répond pas à son téléphone. »« Je crains de ne pas savoir, Madame. » Sophie Beaumont, fille du plus grand investisseur de Tech Alpha, tapait du pied d'agacement. « Très bien, j'attendrai. Et quand il rentrera, dites-lui que sa fiancée aimerait lui parler. » Antoine et Chloé retournèrent à l'hôtel particulier, tous deux inconscients de la visiteuse qui les attendait à l'intérieur. Ils avaient passé le trajet en bus à discuter des projets pour le centre, de nouveaux programmes qu'ils pourraient offrir, d'enfants supplémentaires qu'ils pourraient aider, d'améliorations au bâtiment. Pour Antoine, c'était la conversation la plus significative qu'il ait eue depuis des années. Alors qu'ils approchaient de l'entrée latérale qui menait au logement du personnel, Antoine toucha doucement le bras de Chloé. « Dînez avec moi demain soir, dit-il. Non pas comme mon employé, non pas au centre, juste vous et moi. » Chloé hésita, puis sourit. « D'accord, mais rien de chic. Je suis sérieuse, Antoine. Je connais l'endroit parfait, l'assura-t-il. Rien de tape à l'œil. Je promets. » Ils se séparèrent dans le couloir qui séparait la maison principale de l'aile du personnel. Antoine regarda Chloé s'éloigner, sentant encore la chaleur de sa main dans la sienne. Quelque chose se passait entre eux, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, peut-être même jamais. Quand Antoine entra dans le grand hall, il fut surpris de trouver Madame Dubois, sa gouvernante, attendant nerveusement. « Monsieur Moreau, vous avez une visiteuse » dit-elle, son expression mal à l'aise. « Elle attend depuis plus d'une heure. » Avant qu'Antoine ne puisse demander qui c'était, une voix familière l'appela depuis le salon. « Vous voilà !» Enfin, Sophie Beaumont s'avança dans le hall, ses talons de designer claquant sur le sol en marbre. Grande, blonde, et vêtue de vêtements qui coûtaient probablement plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, elle était la fille de Jacques Beaumont, le principal investisseur de Tech Alpha. « Sophie, » dit Antoine, sa voix devenant instantanément froide, « que faites-vous ici ?» Elle traversa l'espace entre eux et lui déposa un baiser sur la joue, laissant une marque de rouge à lèvres parfaite. « C'est une façon de me saluer. J'ai attendu une éternité. » Antoine essuya sa joue avec le dos de sa main. « Vous auriez dû appeler d'abord. Je l'ai fait, vous n'avez pas répondu. » Elle le toisa, observant ses vêtements décontractés avec une désapprobation évidente. « Où étiez-vous? Et qu'est-ce que vous portez? » J'étais dehors. Et ce sont des vêtements. Des vêtements normaux que les gens normaux portent. Sophie rit, comme s'il avait raconté une blague. « Eh bien, allez vous changer. Nous avons des réservations au ciel dans 30 minutes. »« Nous n'avons pas de réservation où que ce soit, Sophie. Je n'ai rien prévu avec vous. » Son sourire faiblit légèrement. « Papa et moi venons d'arriver. Il a supposé que nous dînerions pour discuter de l'affaire de Singapour. Votre père aurait dû appeler mon bureau pour planifier une réunion demain. »« Antoine, » dit Sophie, sa voix prenant un ton plus intime, « ne soyez pas difficile. Vous savez à quel point cette fusion est importante pour nos deux familles. » Antoine soupira. Il connaissait Sophie depuis l'université.
Leurs pères étaient partenaires commerciaux depuis des décennies, et les deux hommes avaient clairement fait savoir qu'ils approuvaient une union potentielle entre leurs enfants. Il y avait eu une brève période, il y a des années, où Antoine avait envisagé l'idée, une alliance stratégique, rien de plus. Mais il n'avait jamais fait de proposition, jamais même sérieusement fréquenté. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, Sophie avait commencé à se présenter comme sa fiancée dans certains cercles sociaux, une fiction qu'il avait été trop occupé pour se donner la peine de corriger, jusqu'à présent. Il n'y a pas de « nos familles », Sophie. Il y a l'entreprise de votre famille et mon entreprise, et toutes les discussions sur les fusions auront lieu dans la salle de réunion, pas autour d'un dîner. Les yeux de Sophie se rétrécirent. Qu'est-ce qui vous prend ces derniers temps? Papa dit que vous annulez des réunions, que vous changez de stratégie sans le consulter, et maintenant je vous trouve habillé comme un étudiant, rentrant à toutes les heures. J'ai été occupé par un nouveau projet. Quel projet? Un projet personnel. Antoine n'avait aucune intention de parler à Sophie du centre ou de Chloé. Ces pans de sa vie n'étaient pas faits pour qu'elle les dissèque ou les critique. Sophie l'étudia, son expression calculatrice. Vous avez rencontré quelqu'un. Ce n'était pas une question, et Antoine ne se donna pas la peine de le nier. Ma vie personnelle ne vous regarde pas. Elle me regarde quand les entreprises de nos familles sont sur le point de fusionner, quand nos avenirs sont liés. Sophie, dit Antoine fermement, nous ne sommes pas fiancés. Nous ne l'avons jamais été. Quoi que vous ayez raconté aux gens, ne soyez pas ridicule, l'interrompit-elle. Bien sûr que nous ne sommes pas encore officiellement fiancés, mais tout le monde sait que ce n'est qu'une question de temps. Nos pères ont planifié cela pendant des années. Eh bien, je ne l'ai pas planifié, et ça ne m'intéresse pas. La façade parfaitement composée de Sophie se fissura légèrement. C'est sérieux, ce nouveau projet à vous? Antoine pensa à Chloé, sa force tranquille, son véritable souci des autres, la façon dont elle voyait, au travers de sa richesse, le vide qu'il y avait en dessous. Oui, dit-il simplement. Ça l'est. Le visage de Sophie se durcit. Je vois. Eh bien, n'attendez pas que votre petite aventure dure longtemps une fois que papa aura entendu parler de ça. L'investissement des Beaumont est ce qui maintient Tech Alpha à flot en ce moment, et vous le savez. Avec cette dernière pique, elle se retourna et sortit de la maison, laissant Antoine debout dans le hall, soudain conscient de la complexité de sa soirée qui avait pourtant si bien commencé. Le lendemain matin, Antoine était dans son bureau à domicile lorsque son téléphone sonna. L'identification de l'appelant affichait Jacques Beaumont. « Jacques », répondit Antoine, gardant sa voix neutre. « Antoine, mon garçon », retentit la voix de Beaumont. « Qu'est-ce que Sophie me dit à propos de vous étant distrait par un nouveau centre d'intérêt ?» Antoine se pinça l'arête du nez. « Ma vie personnelle n'est pas pertinente pour notre relation d'affaires, Jacques. Tout est pertinent lorsque vous dirigez une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Vous ne pouvez pas vous permettre de distraction en ce moment, pas avec l'affaire de Singapour en jeu. L'affaire de Singapour se déroule comme prévu. Vraiment. Parce que mes contacts là-bas disent que vous avez manqué un appel avec leur équipe la semaine dernière. Ce n'est pas votre genre, Antoine. Vous avez toujours été concentré, discipliné. Antoine avait manqué cet appel parce qu'il était au centre, aidant un groupe d'enfants à se préparer pour un concours de maths, et il ne le regrettait pas une seconde. Un appel manqué ne signifie rien, dit Antoine. L'affaire va bien. Beaumont ne semblait pas convaincu. Sophie a dit que vous étiez habillé comme un étudiant quand elle vous a vu. Elle a dit que vous étiez sorti toute la soirée à faire Dieu sait quoi. Je n'étais pas conscient d'avoir besoin de consulter ma garde-robe ou mon emploi du temps avec l'un de vous. Il y eut une pause sur la ligne. Quand Beaumont reprit la parole, sa voix avait perdu sa fausse jovialité. « Écoutez-moi attentivement, Antoine. Votre père et moi avons bâti nos entreprises ensemble. Quand il est mort, je suis intervenu pour vous guider. J'ai investi dans votre vision parce que je croyais en vous. Mais si vous commencez à prendre des décisions erratiques, si votre concentration se déplace, eh bien je pourrais devoir reconsidérer ma position. Êtes-vous en train de menacer de retirer votre investissement ? Demanda Antoine sans détour. J'exprime mon inquiétude quant à la direction que vous semblez prendre. Sophie me dit que vous avez même pris le bus. Le bus, Antoine. Quelle est la prochaine étape ? Faire les courses dans des magasins discount ? Manger dans des gargotes ? Antoine faillit rire de l'horreur dans la voix de Beaumont. J'apprécie votre inquiétude, Jacques, mais je vous assure, Tech Alpha se porte bien, et mes choix personnels restent justement cela, personnels. Après avoir raccroché, Antoine se laissa tomber dans son fauteuil, troublé. L'investissement de Beaumont était significatif, mais pas irremplaçable. Pourtant, une rupture compliquée pourrait causer des problèmes. Il devait être stratégique.
Un léger coup à sa porte interrompit ses pensées. « Entrez » appela-t-il. Chloé entra, vêtue de ses vêtements de travail habituels, ses cheveux tirés en arrière soigneusement. « Je suis désolé de vous déranger, monsieur Moreau, mais je dois vous donner ceci. » Elle lui tendit une enveloppe. À l'intérieur se trouvait sa lettre de démission officielle. « Un préavis de 2 semaines, » expliqua-t-elle, « comme nous en avons discuté. » Antoine hocha la tête, se sentant étrangement formel avec elle, après la proximité qu'ils avaient partagée la nuit précédente. « Merci, et s'il vous plaît, c'est toujours Antoine. » Elle sourit légèrement. « Pas pendant les heures de travail, pas tant que je travaille encore ici. C'est juste, » concéda-t-il. « Sommes-nous toujours d'accord pour dîner ce soir? »« Oui. Où dois-je vous retrouver? Je viendrai vous chercher à 18 heures, à l'entrée du personnel. Et souvenez-vous, j'ai promis rien de chic. Je vous tiendrai à votre promesse, » dit-elle en se tournant pour partir. « Chloé, » l'appela-t-il, « il y a quelque chose que vous devriez savoir. Il pourrait y avoir des complications avec les investisseurs de mon entreprise. » Elle se retourna, son expression interrogative. « Ce n'est pas à vous de vous inquiéter, » l'assura-t-il. « Juste des affaires. » Mais alors qu'elle hochait la tête et partait, Antoine se demanda si c'était vrai. Si Beaumont décidait de rendre les choses difficiles, cela pourrait affecter tout, y compris la fondation qu'il venait de créer pour le centre. Ce soir-là, Antoine attendit près de l'entrée du personnel, les clés à la main. Il avait choisi de conduire sa voiture la moins ostentatoire, une simple berline bleue qu'il gardait pour les rares occasions où il ne voulait pas attirer l'attention. Quand Chloé apparut, il sentit son souffle se couper. Elle n'était pas habillée de façon très élégante selon la plupart des critères, juste un jean, une blouse simple et une veste légère, mais elle était magnifique. Ses cheveux étaient détachés, encadrant son visage de boucles douces qu'il n'avait jamais vues auparavant. « Vous avez l'air différente, » dit-il, regrettant immédiatement le caractère maladroit de sa phrase. Chloé haussa un sourcil. « Différente en bien ou en mal, différemment merveilleuse, » clarifia-t-il. « Je ne vous ai juste jamais vu avec les cheveux détachés auparavant. » Elle les toucha avec gêne. « Ce n'est pas pratique pour le ménage, ni pour le tutorat. Ça vous va bien. » Ils se rendirent dans un petit restaurant d'un quartier modeste, loin des zones huppées, où Antoine dînait habituellement. L'endroit était simple mais charmant, familial, avec des nappes à carreaux et des chaises dépareillées. « Comment avez-vous trouvé cet endroit ?» demanda Chloé alors qu'il s'asseyait. « J'ai demandé à Madame Dubois où elle allait pour les occasions spéciales, » admit Antoine. « Elle a dit que cet endroit faisait la meilleure blanquette de veau de Lyon. » Chloé parut sincèrement touchée. « Vous avez demandé conseil à votre gouvernante pour un restaurant? J'ai promis rien de chic, et je voulais un endroit vrai, un endroit avec du cœur. » Leur dîner ne ressemblait à aucun rendez-vous qu'Antoine avait connu auparavant. Il n'y eut aucune discussion sur les empires commerciaux ou les cours de la bourse, aucun réseautage stratégique ou petite conversation calculée. Au lieu de cela, ils parlèrent de leur enfance, l'éducation privilégiée mais solitaire d'Antoine, celle de Chloé, difficile mais aimante. « Ma mère avait parfois 3 emplois, » lui raconta-t-elle, « mais elle trouvait toujours le temps de lire avec moi chaque soir, même quand elle était épuisée. Mes parents étaient généralement en voyage, » dit Antoine. « J'avais des nourrices, des tuteurs, tout sauf de vrais parents. Ça c'est pour ça que vous travaillez autant, pour leur prouver quelque chose. » La question le prit au dépourvu par sa perspicacité. « Peut-être, je n'y avais jamais pensé comme ça. »« Et maintenant, qu'essayez-vous de prouver en aidant au centre ? » ?»« Rien, » dit-il honnêtement. « Pour une fois dans ma vie, je n'essaie de rien prouver. Je veux juste être là. » Chloé tendit la main par-dessus la table et prit la sienne. « Je vous crois. » Après le dîner, ils se promenèrent dans un parc voisin, les lampadaires illuminant le chemin à mesure que l'obscurité tombait. Sans réfléchir, Antoine lui prit la main, et Chloé entrelaça ses doigts avec les siens. « Dites-moi quelque chose que vous n'avez jamais dit à personne, » dit-elle doucement. Antoine réfléchit un instant. « Je déteste mon travail. » Chloé le regarda avec surprise. « Mais vous êtes si doué. Tout le monde dit que vous êtes un brillant PDG. Je peux le faire. Ça ne veut pas dire que j'aime ça. » Il soupira. « Quand mon père est mort, tout le monde a simplement supposé que je prendrais la relève. Je n'ai jamais remis cela en question. Que ferais-tu si tu pouvais faire n'importe quoi? Enseigner peut-être, » dit Côme, se surprenant lui-même par cette réponse. « J'ai vraiment apprécié de travailler avec les enfants au centre, voir leur visage quand ils comprennent quelque chose de nouveau. C'est mieux que n'importe quelle affaire que j'ai jamais conclue. » Aurélie lui serra la main. « Tu serais un bon enseignant. Et toi, que ferais-tu si tu pouvais faire n'importe quoi? Étendre le centre, » dit-elle sans hésitation. « Aider plus d'enfants. Peut-être ouvrir des centres dans d'autres quartiers aussi.
Pourquoi te soucies-tu autant de ces enfants? Au-delà de ta propre expérience d'enfance, Aurélie resta silencieuse un long moment. Parce qu'ils sont invisibles pour la plupart des gens, tout comme j'étais invisible pour toi jusqu'à récemment. Ces mots frappèrent Côme durement. Je suis désolé pour ça. Ne le sois pas. C'est ainsi que le monde fonctionne. Certaines personnes sont vues, d'autres non. Mais chaque enfant mérite d'être vu, de savoir qu'il compte. Alors qu'ils atteignaient une petite fontaine au cœur du parc de la Tête d'Or, Côme s'arrêta. Sous le rayonnement des lampes, avec le doux bruit de l'eau derrière eux, il se tourna pour faire face à Aurélie. « Tu as tout changé pour moi », dit-il doucement. « Ma façon de voir le monde, ma façon de me voir, moi-même. » Aurélie leva les yeux vers lui, ses yeux reflétant la lumière des lampes. « Tu changes aussi comme du bois. Tu deviens la personne que tu as toujours été destinée à être. » Il se pencha lentement, lui laissant le temps de reculer si elle le souhaitait. Mais elle ne bougea pas. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux au début, puis s'intensifièrent avec une surprenante passion. Côme sentit quelque chose se déverrouiller en lui, une porte qu'il avait gardée fermement close pendant des années. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux légèrement essoufflés, Aurélie sourit. « C'était incroyable », compléta Côme pour elle. Ni l'un ni l'autre ne remarquèrent le flash d'un appareil photo derrière un arbre voisin. Le lendemain matin, Côme était dans son bureau au siège de Dubois-Tech lorsque son assistante entra sans frapper. « Monsieur, vous devez voir ceci », dit-elle, posant une tablette devant lui. Sur l'écran, un site de potin affichait le titre « L'idylle secrète du magnate de la tech avec son employé de maison ». En dessous, une photo de Côme et Aurélie s'embrassant dans le parc. Côme sentit son estomac se nouer. Qui d'autre a vu ça? C'est partout, monsieur. Tous les sites économiques le reprennent aussi. Et monsieur Mercier n'arrête pas d'appeler. Comme par hasard, son téléphone sonna. Jacques Mercier encore. « Je dois prendre cet appel », dit Côme à son assistante, « et trouver qui a pris cette photo. Tout de suite. » Après son départ, Côme répondit au téléphone, se préparant au pire. « Qu'est-ce que c'est que ça, Côme ?» demanda Mercier sans préambule. « C'est une blague? Ma vie privée n'est pas à discuter, Jacques. Elle l'est quand elle fait la une d'Internet. Avez-vous une idée de ce que cela représente? Un PDG qui sort avec son employé de maison? Le conseil est en émoi. Les investisseurs appellent. Et ma fille est humiliée. Je n'ai jamais eu de relation avec Sophie au-delà de l'amitié. Et vous le savez, dit Côme fermement. Quant à Aurélie, oui, elle a travaillé chez moi. Mais c'est aussi une éducatrice qui dirige un centre de soutien scolaire pour enfants défavorisés. Un centre que je soutiens maintenant par le biais d'une fondation. Une fondation? Vous dépensez l'argent de l'entreprise pour cette œuvre de charité? Mon propre argent. Et ce n'est pas une œuvre de charité. C'est une femme remarquable qui a accompli plus avec rien que la plupart d'entre nous avec tout. Mercier resta silencieux un instant. Vous êtes sérieux à son sujet? Oui. Alors vous ne me laissez pas le choix. Je convoque une réunion d'urgence du Conseil. Votre comportement imprudent, ces fondations non autorisées, votre distraction évidente vis-à-vis des affaires de l'entreprise, il est temps que le Conseil reconsidère votre position de PDG. Côme s'y attendait, mais le coup fut tout de même rude. Vous n'avez pas les voix pour me destituer. Vraiment. Vérifiez vos emails, Côme. Voyez qui soutient ma motion. Après que Mercier eut raccroché, Côme ouvrit son email. C'était là. Un avis de réunion d'urgence du Conseil avec les signatures d'assez de membres pour former une majorité. D'une manière ou d'une autre, Mercier avait planifié cela, rassemblant des soutiens avant même que la photo ne fasse surface. Le téléphone de Côme vibra avec un SMS. C'était Aurélie. « As-tu vu les nouvelles? Je suis tellement désolé. »« Ce n'est pas ta faute, » lui répondit-il par SMS. « Mais les choses sont compliquées au travail maintenant. On peut se voir au centre ce soir? »« Oui, les enfants demandent de tes nouvelles. » Côme sourit à cela malgré tout. Les enfants du centre étaient la seule joie simple de sa vie en ce moment. Plus tard ce jour-là, Côme participa à une réunion tendue avec son équipe de direction, tous ayant vu les photos. Certains étaient solidaires, d'autres clairement préoccupés par l'image de l'entreprise et le cours de l'action qui avait légèrement baissé suite au potin. « Nous devons publier une déclaration », insista sa directrice des relations publiques. « Quelque chose sur votre œuvre philanthropique avec les enfants défavorisés. Nous pouvons redorer votre image. »« Non », dit Côme fermement. « Je n'utiliserai pas ces enfants comme bouclier de relations publiques, et je ne m'excuserai pas pour mes choix personnels. Mais monsieur, la réunion du Conseil demain aura lieu comme prévu. » Côme se leva. « J'apprécie l'inquiétude de chacun, mais je dois partir maintenant. J'ai un engagement. » Ces cadres échangèrent des regards inquiets alors qu'ils sortaient. Côme savait ce qu'il pensait, qu'il abandonnait ses responsabilités à un moment critique. Mais pour la première fois de sa carrière,
Il était certain d'être exactement là où il devait être. Au centre, ce soir-là, les enfants le saluèrent avec leur enthousiasme habituel, apparemment inconscients de la tempête médiatique qui l'entourait, lui et Aurélie. Il les aida pour leurs devoirs, répara une table bancale et écouta Loïc lire fièrement une histoire qu'il avait écrite. Aurélie travaillait à ses côtés, professionnelle et concentrée devant les enfants. Mais il pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Quand le dernier enfant fut parti, elle se tourna vers lui. « J'ai vu les gros titres. Le magnate de la tech et son employé de maison. Ils le font paraître si sordide. Je me fiche de la façon dont ils l'appellent, dit Côme, prenant ses mains dans les siennes. Je me soucie de toi, de nous. Mais ton entreprise pourrait ne plus être mon entreprise très longtemps, admit-il. Mercier essaie de me forcer à quitter mon poste de PDG. Les yeux d'Aurélie s'écarquillèrent. À cause de moi? Non, parce que je ne suis pas la marionnette qu'il veut que je sois. Il planifie ça depuis un moment, rassemblant des soutiens au sein du conseil. Les photos lui ont juste donné une excuse pour agir plus vite. Que vas-tu faire? Côme regarda autour du centre. Les œuvres d'art des enfants sur les murs, les livres qu'ils avaient lus ensemble, les petites améliorations qu'il avait déjà commencé à apporter au bâtiment. Je ne suis pas encore sûr. Mais je sais une chose, je ne le laisserai pas nuire à cet endroit. La fondation est séparée de Dubois-Tech. Il ne peut pas y toucher. Aurélie scruta son visage. Et si tu perds ton entreprise? Tout ce que tu as construit? Côme se surprit lui-même par sa réponse. Alors je construirai quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Alors qu'ils fermèrent le centre ce soir-là, une voiture noire élégante s'arrêta au trottoir. La portière du conducteur s'ouvrit, et Sophie Mercier en sortit, son regard froid fixé sur Aurélie. « C'est donc ici que tu te cachais, » dit-elle à Côme, « à jouer à l'éducateur avec ton petit projet caritatif. » Aurélie se raidit à côté de lui, mais Côme lui serra la main de manière rassurante. « Que veux-tu, Sophie? T'offrir un marché. » Elle sourit d'un air pincé. « Papa est prêt à retirer sa motion lors de la réunion du conseil de demain. Tu pourras garder ta précieuse entreprise. » En échange de quoi? Le regard de Sophie glissa vers Aurélie, puis revint à Côme. « Mets fin à ça, quoi que ce soit. Reviens à la réalité. À ta vraie vie. » Côme sentit la main d'Aurélie glisser de la sienne, mais il la rattrapa aussitôt, la tenant fermement. « C'est ma vraie vie, dit-il, juste ici. » Les yeux de Sophie se rétrécirent. « Tu l'as choisie, elle, au-dessus de tout? Ton entreprise? Ton héritage? Je choisis d'être la personne que je veux être. Pas la personne que ton père veut que je sois. Tu le regretteras, siffla Sophie. Demain, quand le conseil te votera dehors, quand ton action s'effondrera, quand tout le monde verra que tu as jeté un empire pour ça. » Elle fit un geste dédaigneux vers le petit bâtiment derrière eux. Côme regarda le centre, puis Aurélie debout à ses côtés. « Je ne crois pas que ce sera le cas. » Alors que Sophie s'éloignait en voiture, Aurélie se tourna vers Côme, son expression troublée. « Tu ne peux pas renoncer à tout ce que tu as bâti. Pas pour moi, pas pour cet endroit. Et si je te disais que je ne renonce à rien de ce qui compte vraiment, dit Côme doucement. Et si je te disais que j'ai trouvé quelque chose qui vaut plus que tout ça? Les yeux d'Aurélie se remplirent de larmes. Je dirais que tu es un milliardaire romantique et fou. Côme sourit. Peut-être. Mais demain, après cette réunion du conseil, fou ou pas. Je serai toujours là à 18 h. Et toi? Aurélie leva les yeux vers lui, le conflit évident dans son regard. Je ne sais pas, Côme. J'ai besoin de réfléchir. Alors qu'ils se séparaient cette nuit-là, Côme se sentit à la fois terrifié et étrangement libre. Le lendemain pouvait marquer la fin de sa carrière telle qu'il la connaissait. Mais cela pouvait aussi être le début de quelque chose de bien plus précieux. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Aurélie élaborait ses propres plans. Des plans qui allaient tout changer une fois de plus. Le matin de la réunion du conseil se leva clair et lumineux. Côme se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant le soleil levant peindre l'horizon lyonnais de teintes or et rose. Pour un homme qui risquait de perdre son entreprise avant midi, il se sentait étrangement calme. Son téléphone vibra avec un SMS de son assistante. « Voiture prête dans 30 minutes. Équipe juridique attend au siège social. » Côme avait passé la majeure partie de la nuit à préparer sa défense, rassemblant des rapports financiers, montrant la solidité de Dubois-Tech, même avec ses récentes distractions. Mais au fond de lui, il savait que ce n'était pas une question de performance. C'était une question de contrôle. Jacques Mercier voulait un PDG fantoche, pas un leader indépendant. Alors que Côme ajustait sa cravate, il pensa à Aurélie. Ils ne s'étaient pas parlé depuis leur séparation la nuit précédente. Ces derniers mots, « j'ai besoin de réfléchir », l'avaient tenu éveillé bien plus longtemps que les problèmes de son entreprise. Il tenta de l'appeler mais n'obtint aucune réponse. Un nœud se forma dans son estomac.
Et si Mercier l'avait atteinte d'une manière ou d'une autre, et si elle avait décidé que tout cela était trop compliqué? 18 heures, murmura-t-il. Je serai au centre à 18 heures, quoi qu'il arrive aujourd'hui. À travers la ville, Aurélie était assise dans un petit café, face à une femme d'une cinquantaine d'années aux yeux vifs et à l'expression résolue. « Êtes-vous sûr de cela ?» demanda la femme. « Une fois que nous irons de l'avant, il n'y aura plus de retour en arrière possible. »« Je suis sûre, Hélène, » répondit Aurélie. « Je n'ai jamais été aussi certaine de quoi que ce soit. » Hélène Martin, une défenseure respectée de l'éducation et conseillère municipale de Lyon, hocha la tête. « Alors, commençons. » Au siège de Dubois Tech, la tension était palpable. Les employés chuchotèrent dans les coins, faisant semblant de ne pas regarder Côme traverser le hall. La nouvelle le concernant, lui et Aurélie, s'était répandue dans toute l'entreprise, accompagnée de rumeurs sur son éviction imminente. L'équipe de direction de Côme le rencontra à l'ascenseur. « Nous avons une stratégie, » dit son directeur financier avec urgence. « Mercier n'a pas autant de soutien qu'il le pense. Si vous acceptez quelques concessions... » « Quelles concessions ?» demanda Côme. « Prenez vos distances avec la situation. Publiez une déclaration disant que c'était une brève relation qui est maintenant terminée. Concentrez-vous sur l'avenir de l'entreprise. » Côme secoua la tête. « Pas question. »« Monsieur, » supplia son directeur des relations publiques, « vous avez bâti cette entreprise de toutes pièces. Êtes-vous vraiment prêt à la perdre pour... »« Pourquoi ?» défia Côme. « Pour mon intégrité? Pour mon refus de laisser quelqu'un d'autre dicter ma vie personnelle ? Oui, je le suis. » La salle du conseil était déjà pleine lorsque Côme entra. Jacques Mercier était assis à l'extrémité de la table, Sophie debout derrière sa chaise, telle une sentinelle. Les autres membres du conseil évitèrent le regard de Côme lorsqu'il prit place. « Finissons-en, » commença Mercier sans préambule. « Nous avons tous vu les gros titres. Côme Dubois, génie de la tech, surpris en train d'embrasser son employé de maison dans un parc public. Ce n'est pas exactement l'image que nous voulons pour Dubois Tech, n'est-ce pas ?» Côme resta calme. « Si nous discutons de ma vie privée, soyons précis. Aurélie Thomas a travaillé chez moi, oui. Elle est aussi une éducatrice qui dirige un centre de soutien scolaire pour enfants défavorisés aux pentes de la Croix-Rousse à Lyon. Un centre qui change des vies chaque jour. Très touchant, » dit Mercier d'un ton dédaigneux. « Mais pendant que vous jouiez les sauveurs pour ces enfants, qu'est-il arrivé à Dubois Tech? Réunions manquées, décisions retardées. Nos résultats trimestriels sont en hausse de 15%. L'interrompit Côme. Notre accord avec notre partenaire asiatique est en bonne voie. Notre nouvelle gamme de produits sera lancée avant la date prévue. De manière objective, Dubois Tech est florissante. Plusieurs membres du conseil échangèrent des regards. Ce n'était pas l'image que Mercier leur avait brossée. Les chiffres peuvent être manipulés, dit Mercier. Ce qui nous préoccupe, c'est votre concentration, votre jugement. Sortir avec une employée montre au mieux une mauvaise prise de décision, au pire un comportement prédateur. Côme sentit son sang monter. « Ça suffit, Jacques. Aurélie a démissionné précisément pour éviter tout conflit de ce genre. Et contrairement à certaines personnes dans cette pièce, elle a une intégrité réelle. » Le visage de Mercier rougit. « Êtes-vous en train de suggérer... » « Je déclare clairement que votre préoccupation n'est pas pour Dubois Tech, c'est pour le contrôle. Vous essayez de fusionner nos entreprises depuis des années, avec moi comme figure de proue, et vous tirant les ficelles. Quand cela n'a pas fonctionné, vous avez tenté d'utiliser votre fille comme appât. » Sophie halta. « Comment osez-vous ?»« Assez !» Mercier claqua sa main sur la table. « Cette réunion n'a qu'un seul but. Voter si Côme Dubois doit rester PDG de Dubois Tech Innovations. Je propose de procéder au vote immédiatement. » La tension dans la pièce était palpable, alors que la secrétaire de l'entreprise distribuait les bulletins de vote. Côme observa le visage de chaque membre du conseil, essayant de lire leurs pensées. Certains qu'il connaissait depuis des années, d'autres étaient de récentes nominations introduites par Mercier. Alors que les votes étaient recueillis, le téléphone de Côme vibra. Un SMS d'Aurélie. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, souviens-toi pourquoi le centre compte. À tout à l'heure à 18 heures. » Ces simples mots le stabilisèrent. Quoi qu'il arrive dans cette pièce, quelque chose de réel l'attendait à 18 heures. La secrétaire totalisa les votes, puis remit les résultats au président du conseil, un homme plus âgé nommé Antoine Bernard qui avait été le plus proche ami du père de Côme. Antoine se racla la gorge. Par un vote de 7 contre 6, la motion visant à destituer Côme Dubois de son poste de PDG de Dubois Tech Innovation est rejetée. Un murmure parcourut la pièce. Le visage de Mercier s'assombrit de fureur. « Impossible. J'avais les voix. » Antoine poursuivit. «
Cependant, le Conseil recommande à M. Dubois de nommer un directeur des opérations compétent pour gérer les activités quotidiennes, lui permettant ainsi d'équilibrer ses intérêts élargis. Com hocha la tête, un soulagement l'envahissant. « J'accepte la recommandation du Conseil. » Mercier se leva brusquement. « Ce n'est pas fini, Com. Vous avez peut-être gagné aujourd'hui, mais mon investissement reste crucial pour votre opération, et je ne suis pas convaincu que votre jugement n'ait pas été compromis. Peut-être devrions-nous discuter de votre investissement, Jacques, dit Com calmement. Dubois-Tech serait heureuse de racheter vos actions à leur valeur marchande. Aujourd'hui même. Vous n'avez pas les moyens de faire ça, ricana Mercier. En fait, il le peut, dit une nouvelle voix depuis l'embrasure de la porte. Tout le monde se tourna pour voir Hélène Martin, élégante dans un tailleur ajusté. « Qui diable êtes-vous » demanda Mercier. « Et comment êtes-vous entré ici ?»« Hélène Martin, du conseil municipal de Lyon, » se présenta-t-elle. « Et je suis ici pour représenter un groupement d'investisseurs très intéressés par l'avenir de Dubois-Tech, en particulier par les œuvres de sa fondation. » Com la regarda avec confusion. « Quel groupement ?» Hélène sourit. « Peut-être devrions-nous en discuter en privé, monsieur Dubois, avec mon associé, qui attend dehors. » Alors que les membres du conseil sortaient, certains s'arrêtant pour serrer la main de Com, Mercier s'attarda. « Quel que soit le jeu que vous jouez, Com, souvenez-vous de qui sont vos vrais amis. »« Je m'en souviens, » répondit Com. « C'est pourquoi vous partez. » Lorsque la pièce fut vide, à l'exception de Com et Hélène, celle-ci ouvrit à nouveau la porte. Aurélie entra, l'air plus confiante que Com ne l'avait jamais vue. « Aurélie » demanda-t-il complètement confus. « Que se passe-t-il ?»« J'ai été occupé, » dit-elle avec un petit sourire. Hélène est une vieille amie. Elle aide à diriger plusieurs associations à but non lucratif dans l'éducation en ville. Quand je lui ai parlé du centre et de ce que Mercier essayait de te faire, nous avons commencé à passer des appels, termina Hélène. Il s'avère qu'il y a pas mal d'investisseurs intéressés par les entreprises technologiques socialement responsables, surtout celles qui ont des programmes innovants d'engagement communautaire. Com regarda les deux femmes. « Vous avez monté un groupe d'investissement du jour au lendemain ?»« Pas du jour au lendemain, » admit Aurélie. « Je travaille avec Hélène depuis des années, essayant de trouver des financements pour plus de centres comme le mien. Quand j'ai réalisé que Mercier pourrait te forcer à partir à cause de moi, à cause de nous, je l'ai appelé. Le groupement est prêt à racheter entièrement la participation de Mercier, expliqua Hélène, à une condition, que Dubois-Tech continue et développe son travail de fondation avec les centres de soutien scolaire. » Com se tourna vers Aurélie, stupéfait. « Tu as fait ça pour moi, pour l'entreprise. »« Je l'ai fait pour les enfants, » dit-elle simplement. « Et oui, pour toi aussi. Tu ne devrais pas avoir à choisir entre faire le bien et bien réussir. » Com sentit quelque chose se déclencher en lui, la dernière pièce d'un puzzle se mettant en place. Sans réfléchir, il traversa la pièce et attira Aurélie dans ses bras, l'embrassant devant Hélène. « Je crois que c'est mon signal pour vous laisser un instant, » dit Hélène avec un sourire, se glissant hors de la pièce. Quand ils se séparèrent, Com garda Aurélie dans ses bras. « Tu as sauvé mon entreprise. »« Nous nous sommes sauvés mutuellement, » le corrigea-t-elle. « Mais il y a autre chose que je dois te dire. »« Quoi donc ?»« Le groupement ne veut pas seulement étendre le centre actuel. Ils veulent en financer 20 autres dans toute la ville. Et ils veulent que je dirige tout le programme. » Le visage de Com s'illumina d'un large sourire. « C'est incroyable, tu vas être fantastique. » « Il y a plus, » continua Aurélie. « Ils t'offrent un poste aussi, si tu le veux. »« Moi ? Quel genre de poste ? » ?»« Président de la fondation éducative. Cela signifierait prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes chez Dubois-Tech, travailler avec le nouveau directeur des opérations recommandé par le Conseil. Mais tu superviserais tous les centres, travaillant directement avec les écoles et les programmes communautaires. » Com resta sans voix. C'était comme si l'univers avait entendu sa confession sur son désir d'enseigner et avait créé l'opportunité parfaite. « Qu'en penses-tu » demanda Aurélie, soudain incertaine. « Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Et si tu ne veux pas prendre de recul par rapport à Dubois-Tech ?»« Oui, » l'interrompit Com. « Absolument oui. » Plus tard ce soir-là, Com et Aurélie arrivèrent ensemble au centre. Les enfants les saluèrent avec leur enthousiasme habituel, complètement inconscients du drame corporatif qui s'était déroulé plus tôt. « Mademoiselle Aurélie, Com, regardez ce que j'ai fait !» s'écria Loïc brandissant fièrement un devoir de maths parfait. Pendant qu'il travaillait avec les enfants, Com remarqua qu'Aurélie semblait plus légère d'une certaine manière, plus animée. La réserve professionnelle qu'elle avait toujours maintenue au manoir avait complètement disparu ici, dans cet endroit où elle pouvait vraiment être elle-même, et il réalisa qu'il se sentait différent lui aussi. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il ne pensait pas au cours des actions,
au part de marché ou à sa prochaine acquisition. Il était pleinement présent, aidant un enfant à comprendre les fractions, écoutant une petite fille lire son premier chapitre de livre toute seule. À la fin de la soirée, après que le dernier enfant fut parti, Côme et Aurélie se tenaient dans la pièce principale du centre. « J'ai quelque chose pour toi », dit Côme, fouillant dans sa poche. « J'allais te le donner, quoi qu'il arrive aujourd'hui. » Il lui tendit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une clé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Aurélie. L'acte de propriété de ce bâtiment a été transféré à la fondation ce matin. C'est la clé de la nouvelle porte d'entrée qu'ils installeront la semaine prochaine. Plus de fuite, plus de courant d'air, juste un endroit sûr et chaleureux pour que les enfants apprennent. Les larmes remplirent les yeux d'Aurélie. « Comme ! Et il y a autre chose, » continua-t-il, sortant une enveloppe de sa veste. « Les plans du prochain centre. L'architecte est prêt à commencer dès que tu donneras le feu vert. » Aurélie ouvrit l'enveloppe, parcourant les dessins d'un magnifique centre d'apprentissage conçu sur mesure. « C'est incroyable. Ce n'est que le début, » promit Côme. « Le groupement d'Hélène est sérieux quant au financement de 20 centres. Nous pouvons aider des centaines d'enfants, peut-être des milliers. »« Nous, » répéta Aurélie doucement. « J'aime ça. » Côme prit ses mains dans les siennes. « Je veux qu'il y ait un « nous », Aurélie. Pas seulement dans les centres, pas seulement au travail. Je veux construire quelque chose de réel avec toi. Tu es sûr? Ce ne sera pas facile. Les gens parleront. Laisse-les faire. Les seules personnes qui comptent sont dans cette pièce en ce moment. » Aurélie sourit à travers ses larmes. « Quand j'ai commencé à travailler dans votre hôtel particulier, je n'aurais jamais imaginé cela. Vous n'étiez que cet homme riche qui ne me remarquait jamais. Et vous étiez la femme qui m'a appris à voir vraiment, » murmura Raphaël. « Pas seulement vous, mais tout ce qui me manquait. » Il l'attira contre lui. « Vous vous souvenez du premier mot que je vous ai laissé, à propos de l'âme la plus riche qui sortait chaque soir à 6 heures ?» Elle hocha la tête. « Je le pensais alors, et je le pense encore plus maintenant. Vous m'avez montré ce qu'est la vraie richesse, Aurélie, et je ne veux jamais la perdre. »« Vous ne la perdrez pas, promit-elle, levant la main pour toucher son visage. « Mais il y a une chose qui doit changer. Qu'est-ce que c'est ? » « Plus de départ à 6 heures, dit-elle avec un sourire. « À partir de maintenant, nous restons aussi longtemps que nous sommes nécessaires. » Une semaine plus tard, le petit immeuble en pierre de taille avait l'air complètement différent. Une nouvelle peinture égayait l'extérieur. De nouvelles fenêtres étincelaient sous le soleil matinal. Les marches fissurées avaient été remplacées et un petit jardin planté le long de l'allée. Une modeste plaque avait été installée à côté de la porte d'entrée, en hommage à celle qui donnait sans bruit et nous a appris à tous à aimer à voix haute. À l'intérieur, Aurélie dirigeait une équipe de bénévoles installant de nouveaux bureaux, des étagères et des postes informatiques. La transformation était remarquable, mais l'esprit du lieu restait le même, chaleureux, accueillant, rempli de sens. Raphaël arriva, portant des cartons de nouveaux livres. Il était vêtu d'un jean et d'une simple chemise boutonnée, l'air plus détendu qu'il ne l'avait été depuis des années. Après sa victoire au conseil d'administration, il avait immédiatement commencé à restructurer Innov Solutions, nommant un collègue de confiance au poste de directeur des opérations pendant qu'il se concentrait sur le travail de la fondation. « Les ordinateurs sont livrés cet après-midi, dit-il à Aurélie, et j'ai embauché un tuteur à temps plein pour vous aider avec le programme en expansion. As-tu déjà parlé aux enfants? »« Des bourses ?» demanda Aurélie. Raphaël secoua la tête. « J'ai pensé que nous pourrions le faire ensemble ce soir. Les bourses avaient été son idée. Un fonds pour s'assurer que tout enfant passant par leur programme aurait les moyens financiers pour l'université ou la formation professionnelle. C'était la pièce manquante qui avait toujours inquiété Aurélie, donner aux enfants de l'espoir et des compétences, mais pas les moyens financiers de poursuivre leurs rêves. « Ils vont être tellement excités, » dit-elle, les yeux brillants. « Surtout Marc. Il parle déjà de devenir ingénieur. Il en fera un brillant, acquiesça Raphaël, et nous serons là pour le voir se réaliser. » Tandis qu'il travaillait côte à côte à ranger les livres sur les étagères, Raphaël s'émerveillait de la fluidité de la situation. Comme c'était juste. En quelques courtes semaines, son monde entier avait basculé sur son axe. Les journaux économiques avaient finalement cessé de publier des articles sur le milliardaire et sa femme de ménage. Après un généreux rachat, Jacques Dubois avait disparu du conseil d'Innov Solutions, emmenant Sophie avec lui. Les collègues de Raphaël s'étaient adaptés à son nouveau rôle, surtout lorsqu'ils ont vu à quel point la réputation de l'entreprise bénéficiait de son travail communautaire. Mais rien de tout cela n'avait autant d'importance que ce qui se passait dans ce petit bâtiment, et dans les autres qui suivraient en bientôt. « Mademoiselle Aurélie, Monsieur Raphaël !» appela une voix depuis l'embrasure de la porte. Marc se tenait là, son sac à dos jeté sur une épaule,
les yeux écarquillés alors qu'il découvrait l'espace transformé. « Waouh, c'est incroyable !» Derrière lui, d'autres enfants commencèrent à arriver, leurs exclamations de joie remplissant la pièce. Ils couraient de coin en coin, examinant les nouveaux livres, touchant les bureaux robustes, tournant sur les chaises confortables. « Est-ce tout ça pour nous ?» demanda une petite fille émerveillée. « Oui, lui dit Aurélie, tout pour vous, parce que vous méritez le meilleur endroit pour apprendre et grandir. » Tandis que les enfants s'installaient, s'émerveillant de leur nouvel environnement, Raphaël se recula et regarda Aurélie évoluer parmi eux. Elle était dans son élément ici, rayonnante de sens et de joie. Il y a 1 an, il ne l'aurait même pas remarquée en train de nettoyer sa demeure. Maintenant, il ne pouvait plus imaginer sa vie sans elle. Elle lui avait montré un monde au-delà des salles de conseil et des bilans, un monde où le succès ne se mesurait pas en euros, mais en sourires, en petites victoires, en vies transformées pour le meilleur. Ce soir-là, après avoir annoncé les bourses aux enfants, à grands cris de joie et de sauts, Raphaël et Aurélie marchèrent main dans la main dans le petit jardin derrière le centre. « J'ai quelque chose à te demander, » dit Raphaël, soudain nerveux. « Qu'est-ce que c'est ?» Aurélie leva les yeux vers lui, son visage doux dans la lumière déclinante. « Je sais que cela ne fait que quelques mois et que nous apprenons encore à nous connaître, mais... » Il prit une profonde inspiration. « J'ai trouvé une maison. Rien d'extravagant. Juste un endroit confortable près du centre. Et je me demandais si tu envisagerais d'y vivre, avec moi. » Les yeux d'Aurélie s'écarquillèrent. « Tu me demandes d'emménager avec toi ?»« Je te demande une chance de construire un foyer avec toi, » clarifia Raphaël. « Pas un hôtel particulier, pas une vitrine, un vrai foyer. » Aurélie resta silencieuse un long moment, et Raphaël sentit son cœur s'emballer. Avait-il agi trop vite? « J'ai toujours eu mon propre endroit, » dit-elle finalement. « Mon propre espace. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. »« Je comprends, » dit rapidement Raphaël. « Si c'est trop tôt. » Mais, continua-t-elle, « je n'ai jamais partagé un foyer avec quelqu'un que j'aime auparavant, et je crois que j'aimerais essayer. » Le mot « amour » flottait dans l'air entre eux. Aucun des deux ne l'avait prononcé auparavant, bien que tous deux l'aient senti grandir. « Tu m'aimes » demanda Raphaël doucement. Aurélie sourit. « Aurais-je sauvé ta société si je ne t'aimais pas ?» Raphaël rit, la serrant dans ses bras. « Je t'aime aussi. » Plus que je ne savais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Par-dessus l'épaule d'Aurélie, il pouvait voir à travers les fenêtres du centre. Des enfants lisaient, travaillaient sur des projets, riaient ensemble. L'avenir qu'ils construisaient n'était pas seulement pour eux-mêmes, mais pour tous. Alors, demanda-t-il, « C'est un oui? Pour la maison ?»« C'est un oui, » confirma Aurélie, « mais à une condition. Dis-la, nous organiserons des dîners du dimanche, pour tous les enfants qui voudront venir. Un vrai repas de famille, le genre que certains d'entre eux n'ont jamais. » Raphaël sentit son cœur s'élargir encore davantage. « J'aimerais beaucoup ça. » Tandis que le soleil se couchait sur Toulouse, projetant de longues ombres sur leur jardin, Raphaël et Aurélie scellèrent leur accord d'un baiser. Derrière eux, la petite plaque près de la porte captait les derniers rayons du soleil, ces mots un témoignage de la femme qui avait tout changé, en hommage à celle qui donnait sans bruit, et nous a appris à tous à aimer à voix haute. De la fenêtre, Marc les regardait avec un sourire entendu. Il avait eu raison depuis le début. Monsieur Raphaël regardait bien mademoiselle Aurélie, comme on regarde quelqu'un qu'on aime. Et maintenant, tout le monde pouvait le voir. 3 mois plus tard, par une parfaite soirée d'automne, le centre agrandi tint son inauguration officielle. Des leaders communautaires, des parents, des enseignants et des dizaines d'enfants remplissaient l'espace rénové. Hélène Martin coupa le ruban, tandis qu'Aurélie et Raphaël se tenaient à proximité, leurs mains jointes. « Ce n'est que le début », dit Aurélie à la foule réunie. « Aujourd'hui, un centre. L'année prochaine, 5 de plus. Dans 5 ans, 20, à travers la ville. Parce que chaque enfant mérite un endroit où il est vu, entendu et valorisé. » Les applaudissements emplirent la pièce. Des journalistes prirent des photos. Mais le moment que Raphaël se rappellerait à jamais arriva plus tard, après que la foule fut partie et que seuls les enfants habituels fussent restés. La petite Louise, maintenant installée avec sa famille dans leur nouvel appartement, s'approcha timidement d'eux. « J'ai écrit quelque chose, » dit-elle, tendant un papier plié. « Pour vous deux. » Raphaël s'agenouilla à sa hauteur, comme il avait appris à le faire en observant Aurélie. « Puis-je le lire ?» Louise hocha la tête, et Raphaël déplia le papier. D'une écriture soignée, elle avait écrit « Avant mademoiselle Aurélie, j'étais invisible. Avant monsieur Raphaël, notre toit fuyait. Maintenant je suis vue. Maintenant je suis au sec. Maintenant je peux rêver. » Raphaël sentit des larmes monter à ses yeux. Il leva les yeux vers Aurélie, qui était également émue. « Merci, Louise, » dit doucement Aurélie. «
Cela signifie plus pour nous que tu ne peux l'imaginer. Après que Louise eut couru rejoindre ses amis, Raphaël plia soigneusement le papier et le glissa dans sa poche. Ça, dit-il à Aurélie, ira dans un cadre sur notre mur. Notre mur, répéta-t-elle avec un sourire. J'aime la façon dont ça sonne. Moi aussi, acquiesça Raphaël, passant un bras autour de sa taille. Presque autant que j'aimerais entendre notre mariage, un jour. Aurélie leva les yeux vers lui, surprise. C'est une demande en mariage? Pas encore, dit Raphaël avec un sourire, mais considère-le comme un avant-goût des futures attractions. Aurélie rit, se penchant dans son étreinte. J'attends ça avec impatience. Autour d'eux, des enfants travaillaient et jouaient dans l'espace qu'ils avaient créé ensemble. Dehors, le soleil se couchait, peignant le ciel de couleurs éclatantes. Il était bien plus de 6 heures, mais aucun d'eux ne regardait plus l'heure. Ils avaient trouvé quelque chose pour lequel il valait la peine de rester. Quelque chose qui durerait bien après que les lumières se soient éteintes. Quelque chose de vrai. Fin.